Mon invité du jour est docteur en médecine. 7 ans d'études, 7 longues années. Mais comme si ça ne suffisait pas, elle se veut aussi communicante en santé, engagée dans les questions de santé sexuelle et reproductive pour le bien-être des femmes, mais aussi des couples. Et depuis quelque temps déjà, investie aussi en santé mentale. Je n'ai pas la prétention d'avoir fait une présentation exhaustive. Du coup, je lui laisserai à elle le soin de se présenter. Mais aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Dr Marinette. Bonjour Marinette, ça va? Bonjour, docteur Serdan, j'espère que tu vas bien. Très bien, très bien. Et toi? Moi, je vais très bien, merci. Merci d'avoir accepté de te prêter à l'exercice de l'interview, malgré ton planning chargé. C'est avec plaisir. Je veux te laisser le soin de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Je pense que tu as tout dit. Je suis médecin généraliste, Marinelle Roumbeti, médecin généraliste, euh, depuis un peu plus d'un an, spécialiste en droit et santé sexuelle reproductive. Je suis actuellement en master d'épidémiologie et intervention en santé publique et je fais la promotion de la santé mentale à travers les activités d'une plateforme qui s'appelle Ciel, où on essaie de déconstruire tous les tabous autour de la santé mentale. Donc, voilà. Ça fait quand même beaucoup de casquettes. Tu as dit que médecin généraliste, spécialiste en droit et santé sexuelle et reproductive, épidémiologiste, et tu participes à une plateforme pour déconstruire les pensées ou tout ce qui n'est pas opportun sur la santé mentale. C'est quoi l'agenda type de ta semaine? Est-ce que tu as du temps pour toi-même? En gros, ça a l'air un peu full, mais en réalité, je vais dire que c'est un cycle. Et comme on dit, tout concourt au bien. En réalité, toutes ces activités participent à mon épanouissement propre parce que je fais des choses que j'aime faire. Euh, et puis, je ne suis pas encore épidémiologiste, je suis en formation justement pour servir la cause des problèmes de santé. Et donc, je pense que je suis toujours euh, dans le cercle de formation qu'il me faut pour atteindre mes objectifs. D'accord. Et pour ceux qui ne le savent pas, comment à la fin des 7 ans on devient spécialiste en santé sexuelle et reproductive? Je veux dire, vers quoi il faut s'orienter si quelqu'un qui nous écoute veut faire les mêmes études ou si c'est un secteur qui l'intéresse. D'accord. Alors, pour être spécialiste en santé sexuelle et reproductive, déjà, il y a l'Institut régional de santé publique qui est à Ouidah, qui est le centre qui nous forme ici au Bénin. En tout cas, pour ce que je connais, je sais qu'il y a une université aussi à Parakou qui s'occupe de ça. Et il y a l'option master, euh, qui est l'option full, c'est-à-dire tu fais le master en bonne et due forme. Et il y a l'option certification qui s'étale sur une durée d'environ 5 mois. Le master est en ligne. Non, pardon, pas le master. La certification se fait en ligne avec des cours vraiment rigoureux, je dirais limite contraignants pour ceux qui ne peuvent pas être sur place et donner tout leur temps. Donc, c'est cette option-là que moi j'ai choisie parce que je ne pouvais pas être sur place. Et donc, au bout de 5 mois, nous avons été évalués à travers les travaux de groupe, des exercices types, des cas pratiques, etc. Donc, voilà. Et au-delà de ça, nous avons été récompensés par le certificat qui sanctionnait notre formation. Ok. Et la formation, tu l'as faite à l'IRSP, c'est ça? Oui, La moi, je l'ai fait à certification. l'IRSP. D'accord. Oui. OK. Qui est, comme tu l'as dit, c'est l'Institut régional de santé publique, qui est un organisme national et international. Également, je le précise pour ceux qui ne le savent pas. D'accord. Toi, qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser aux questions de santé sexuelle et reproductive? Alors, merci pour la question.
C'est vrai que quand je commence à en parler, on a plus l'impression que je m'intéresse à la santé mentale qu'à la santé sexuelle et reproductive. Mais en réalité, même quand je pousse un peu les choses, effectivement, je m'intéressais déjà d'abord à la santé mentale. Mais quand j'ai commencé à parler de santé mentale et de bien-être, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes liés à la sexualité, vie, à la vie sexuelle, à la vie de plaisir euh, et à la vie génitale en général. Je dis ça comme ça pour être un peu terre à terre et compréhensible, qui agissent justement sur le bien-être et la santé mentale. Et donc, j'ai décidé d'aller en savoir plus. J'ai commencé à travailler avec des ONG, dont une ONG à Cotonou, Ilewa. Et là, j'ai commencé à beaucoup apprendre. Je me suis dit, je ne veux pas m'arrêter là. Je veux en savoir plus. Je suis allée me faire former. Et voilà, c'est comme ça que je suis entrée dans la sphère. D'accord. Ok, donc il y a bien un lien entre vie sexuelle, épanouissement sur cet aspect et santé mentale également. Parce que pour des petites anecdotes, tu n'es pas sans savoir que quand certaines personnes dans la société ont des comportements ou des façons d'agir qui ne sont pas normales. Beaucoup attribuent ça à une vie de couple qui pourrait être défaillante ou à des soucis de ce côté-là. Effectivement, il y a un lien, je dirais plutôt direct, peut-être pas un lien palpable, mais quand même direct, parce que la manière dont nous nous sentons dans notre tête, la manière dont nous sommes épanouis va impacter notre vie sexuelle. Et tu sais, pour certaines personnes aussi qui ont des troubles du comportement d'ordre sexuel, on a tendance dans notre société à dire est-ce que tout va bien dans sa tête, est-ce qu'il n'a pas un problème. Ça a l'air dit tout simplement comme ça, mais c'est vrai, il faut aller fouiller de ce côté-là. Il faut aller fouiller dans son environnement, la manière dont il a grandi, etc. Donc, c'est vraiment lié. D'accord. Très bien. Aujourd'hui, toi et moi, nous nous sommes proposés d'aborder les inégalités liées au genre féminin. Pourquoi le genre féminin en particulier? Moi, je pense que nous sommes d'abord dans le mois de la Journée internationale du droit des femmes, mais aussi parce que, faut pas qu'on se mente, notre société est conçue sur un modèle qui accorde à l'homme beaucoup de privilèges. Je ne dis pas que l'homme n'a pas des désavantages liés à la société. Ça existe, mais beaucoup de choses sont faites pour avantager les hommes au détriment des femmes qui subissent beaucoup de choses. Je ne sais pas si tu partages également cet avis. Oui, je partage cet avis. Je pense que hommes comme femmes, nous avons des challenges. Il y a peut-être des avantages à être homme, peut-être des avantages à être femme, mais je suis de ceux qui pensent qu'il y a beaucoup d'inconvénients dans notre société à être femme. Mais j'aimerais bien qu'après Beaucoup. toi, on essaye de les mettre en lumière, si tu veux bien. D'accord. Alors, je vais essayer déjà de commencer par la base. Euh, les auditeurs ne seront pas sans savoir dans notre société qu'il y a une différence entre l'éducation des filles et des garçons. Oui. Euh, je vais un peu choquer, mais dans mes propos, moi, j'ai l'habitude de dire que on éduque les filles et on laisse les garçons euh, se débrouiller avec leur éducation. On laisse la nature faire, faire son œuvre. Et sincèrement. Et si, je sais que ça va choquer beaucoup de personnes, mais si on fait une petite introspection, on se rend compte que c'est vrai. Parce que pour la plupart du temps, à vous les hommes, euh, on n'anticipe pas vraiment les problèmes auxquels vous allez faire face.
Et quand vous rencontrez ce problème, la première des choses qu'on dit, c'est tu es un homme. Tu es un homme ne fait pas ci, un homme ne fait pas ça, etc. Ne vous inquiétez pas, pour l'instant, je vous caresse dans le sens du poil, mais donc, vous vous éduquez un peu en autodidacte, quoi. Hein. Vous êtes confronté aux choses et après, vous trouvez un peu comment faire, etc. Ce qui vous donne quelque part une confiance, je vais dire un peu innée. En tout cas, une confiance dès le départ, dès que vous avez commencé à grandir, ça installe une sorte de confiance parce que quelqu'un qui est habitué à affronter les problèmes, comme tu sais, chez nous, on a l'habitude de dire, si tu as fait la FSS, rien ne peut plus te tuer. Je ne sais pas si on disait ça aussi dans ta promotion ou dans ton parcours, mais nous, on a l'habitude de dire ça. Si, Parce si. que quand tu te rends compte des problèmes ou des difficultés que tu as eu à surmonter dans cet environnement, tu te dis, bon, sincèrement, je peux me débrouiller finalement dans tout. Donc, Et j'essaie oui, dis-moi. j'essaie de faire un parallélisme en fait. Donc, c'est de là que vient aussi la confiance en soi naturelle euh, des hommes, des garçons en grandissant. Et aussi, euh, on se rend compte qu'avec cette confiance, il y a cette éducation de domination qu'on a mise dans l'esprit des hommes. Et je m'explique. Pendant qu'on est à la maison dans l'éducation, il y a une répartie dans ce que le garçon peut faire et ce que la femme peut faire. Moi, j'ai souvent vu, heureusement, ça a vite changé chez moi, dans l'environnement où j'ai grandi, mais j'ai souvent vu des familles ou des environnements où, pendant que, même si les deux petits-enfants, filles et garçons, allaient à l'école de 8 heures, je suppose, à 17 heures, dès qu'ils arrivent à la maison, ce que, ce que la fille fait comme tâche est différent de ce que le garçon fait. Essentiellement, le garçon peut retourner taper dans du ballon, jouer du football, etc. ou pas. Mais la fille est plutôt affairée à arranger la maison et tout et tout. Mais c'est pas ça le plus dur parce que quand je suis en train d'en parler, les gens vont se dire, mais vous voulez quoi? Vous voulez pas qu'elle apprenne à ranger? Si, peut-être. Mais moi, je dirais plutôt pourquoi ne pas convier les deux enfants à arranger, puis à aller s'affairer à leur cours, à leur cahier pour apprendre. Parce que pendant que toute seule, c'est vrai, on a donné à ce moment-là à la fille l'opportunité d'être éduquée, d'aller à l'école. Mais lorsqu'elle revient de l'école, il y a l'assimilation des cours, les exercices pratiques qui sont importants. Et quand elle revient à la maison et que toute la charge de travail domestique est sur elle, notamment ménage, peut-être une vaisselle qui attend, et ensuite cuisiner peut-être dans les jambes de sa maman, c'est-à-dire être affairée à la cuisine avec sa mère. Quand elle a finalement toute cette tâche, excusez-moi, mais après avoir mangé là, elle va pas passer beaucoup de temps avant de s'endormir. Du coup, il faut qu'elle fasse 2 fois plus d'efforts de rétention pour apprendre ses cours, pour être au même niveau que le garçon qui a eu tout le temps, lui, d'apprendre. Et après, on s'étonne que peut-être dans la maison, celle qui a ado tous les travaux et tout ça va finir par peut-être rater une classe, les résultats ne seront pas bons, et on va dire pourtant, j'ai gaspillé mon argent, je t'ai envoyé à l'école. Mais non, il ne suffit pas d'envoyer à l'école. Il y a tout un tas d'autres facteurs autour qui vont permettre en fait de vraiment rentabiliser l'investissement de la scolarisation que les parents ont fait en fait. Donc, si je Donc comprends déjà, bien, je commence. si je comprends Mhm. bien, tu dénonces une certaine hypocrisie de la société et dont moi-même, je suis, comment dire, spectateur que j'observe aussi. Euh, oui, quand les femmes rentrent, même dans les familles où les hommes participent, je pense que même dans les charges de travail, ce n'est pas la même chose.
Et même comme tu l'as dit, dans la répartition des tâches qu'on attribue aux hommes sont des tâches, dans certaines familles, on attribue des tâches plus physiques à certains hommes et des tâches comme le ménage. Je veux dire, par exemple, dans certaines familles, ce sont les hommes qui vont couper du bois et les femmes qui vont cuisiner, tu vois. Je me demande aussi, est-ce que quelque part, cette répartition des tâches, bien que défavorable à la femme en termes qu'elles sont chronophages, est-ce que ce n'est pas une idée de la société et qui a voulu catégoriser les hommes et les femmes en différence? Genre, comment dire, je vais pas dire une séquelle, mais c'est la conséquence du fait qu'on a, dans l'ancien temps, préparé les femmes à être à la maison et les hommes à aller au boulot ou à faire ce genre de tâches. Et aujourd'hui, malgré qu'on s'est rendu compte qu'il faut scolariser les femmes, on ne sait pas, on n'a pas changé de paradigme. On ne s'est pas dit que oui, il faut maintenant permettre aux femmes, vu qu'elles vont à l'école, il faut réorienter ou changer l'affectation des tâches ou mieux répartir. Alors, je vais encore te choquer. Dis-moi, Quand, j'adore ça. quand on dit, souvent, tu vois, cette question que tu as posée, elle me plaît énormément parce que, pardon, quand on pose cette question, beaucoup de réponses tournent autour de c'est notre culture, c'est notre modèle sociétal et tout ça. Mais c'est faux. Vous avez vu ça dans quelle culture? C'est pas notre culture. C'est pas notre culture. Dans nous, notre culture, ni homme ni femme, normalement, n'étaient à la base instruits. Nous sommes tous venus recevoir la culture de l'éducation du blanc. Ils ont amené ça. On était tous même chose quand ils ont amené ça. Et puis, où est mieux, si tu veux? Quand ils ont amené leur culture, nous ici, dans notre culture, la femme était la nain. Tu ne peux rien décider sans l'aval d'une femme. En tout cas, celle qui est dans ton entourage, celle qui est dans ton foyer. Et mieux encore, les femmes allaient au champ, elles coupaient du bois, elles faisaient la même distance de la maison pour le puits, elles allaient puiser de l'eau et les hommes aussi allaient prendre de l'eau. Il y avait Et, peut-être certaines activités comme la chasse oui. où peut-être qu'on estimait, je ne suis pas dans la tête des gens à cette époque, peut-être qu'on estimait que c'était dangereux, mais moi je vois ça plutôt comme un instinct de protection. D'accord. Parce que moi, je me dis, tu sais, quand moi j'analyse un peu tout ça, moi je me rends compte en fait que dans nous, notre culture, dans la réelle culture que nous avons, la femme était protégée, la femme était valorisée. Elle avait ses activités. Attends, excuse-moi, je vais encore choquer ceux qui nous écoutent. Vous pensez que aujourd'hui, vous pouvez dire à une femme Yoruba, écoute, reste à la maison, tu ne feras rien. Je ne sais pas, hein. Je ne sais pas si c'est possible. C'est vrai qu'en général, on voit beaucoup de femmes Yoruba qui sont musulmanes et donc elles restent à la maison, elles sont ménagères. Mais en général, elles ont un commerce, un bon commerce. Donc, elles sont quand même amenées à être autonomes financièrement. Mais après, on va commencer à parler parce qu'il y a le fait de travailler et d'avoir de l'argent, mais il y a le fait de où passe mon argent. Hmm. Donc, aucun homme en ce temps-là ne pouvait dire, toi, tu ne vas pas frapper du bois, tu ne vas pas faire... Mais ce n'est pas possible. Dans notre réelle culture, ce n'est pas ça. C'est le colon qui est venu et qui a vu que ce que nous sommes en train de faire là, c'est-à-dire c'est pas bon pour lui. Parce que lui, il choisissait la femme qu'il va épouser ou les femmes de sa cour en fonction de leur couple, en fonction de sa dentition, en fonction de comment elle sera belle pour l'accompagner aux événements. Nous n'avions pas d'événement que d'attacher de paille autour de notre poitrine et de danser les bons rythmes.
Et ça, tu n'avais pas besoin d'avoir des coupes. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Oui, oui, C'est pas notre culture. d'accord. Donc, ce serait en réalité une relique d'héritage colonial, en réalité. Absolument, c'est l'héritage colonial. Et moi, ça me dépasse. Je suis parfois fâchée quand les gens disent, ah, dans notre société, c'est comme ça. Mais ils ont la mémoire courte. Et il faut quand même, quand on connaît, moi, je n'ai pas vécu à cette époque, mais au moins, j'ai pris la peine d'aller fouiller pour me rendre compte qu'en réalité, c'est pas comme ça. Moi, je vais même jusqu'à dire que nous, les femmes en Afrique, on votait il y a longtemps, Et avant pour même que le colon vienne parler de vote. et pour donner Pas, du grain à moudre à ton idée, par exemple, les Amazones avaient une place importante dans notre société. pas de souci. Donc oui, tu parlais du vote qui avait lieu dans les sociétés africaines. Oui, donc je disais que si on se place dans le bon angle, on verrait que chez nous, la femme africaine votait il y a longtemps. Quand on parle du droit de vote, des droits humains et tout ça, excusez-moi, mais ça existait chez nous depuis longtemps. Je ne sais pas si, en tout cas, quelques-unes des personnes qui sont dans l'auditoire, enfin, je voulais parler fond ou gros, mais je vais éviter parce que on ne Non, sait pas vas-y, quelles sont vas-y, les vas-y, langues. vas-y, t'inquiète pas. Non, t'inquiète, je vais dire ça littéralement en français. D'accord. Alors, chez nous, tu n'étais pas homme si tu battais une femme. Oui. Tu n'étais pas homme si tu battais une femme. Ah mais, excusez-moi, ça ne se faisait pas. C'est pas dans notre culture. Et quand je reviens au vote, chez nous, dans les couvents là, quand toutes les décisions finissaient d'être prises, elles devaient avoir l'approbation de la femme de la cour. Et il y avait des couvents dans lesquels, parce que notre culture, comme les gens aiment bien le dire là, c'était des cours, c'était des couvents. Et la femme de la cour dans cette culture-là, si elle disait non, elle chuchotait ça à l'oreille du roi, parce qu'il y avait des rois et des courreines, si on va le dire ainsi. Et je pense que dernièrement, j'ai découvert avec euh, une, une activité que la La vice-présidente de la vice-présidente. République, la Oui. vice-présidente de la République, Madame Mariam Chabitalata, elle a organisé une, une activité qui a ressorti en fait le leadership intergénérationnel. Et on s'est rendu compte en fait que à Niki, par exemple, il y avait la Gani. Je ne sais pas si tu connais la fête qui s'appelle la Gani. Oui, oui. Et moi, j'ai toujours cru que la Gani, que j'ai assisté à deux Gani à Niki, et ça a toujours été la Gani du roi. Mais je me suis rendu compte l'année dernière que la reine aussi faisait sa Gani. Donc, il y avait la Gani du roi et la Gani de la reine. Et donc, là-bas, ils ont quand même des opportunités plutôt similaires. Et quand j'ai assisté à cette Gani, mais elle était valorisée, bien habillée, il y avait des fanfares autour d'elle, je ne sais pas, des chevaux qui défilaient autour d'elle, c'était très beau. Et j'avais déjà eu à assister à une Gani du roi aussi, c'était plutôt pareil. Donc, vraiment, je me dis, la culture dont on est en train de parler, en fait, c'est une culture faite de mémoire. Ce serait donc une acculturation ou une perte de culture qui nous amènerait aujourd'hui à traiter, à métraiter et à maltraiter nos femmes, nos épouses, nos sœurs, nos amis qui sont dans notre société. Oui, moi je dirais même que j'insiste pour dire que c'est une culture faite de mémoire parce que euh, tu sais, de la même manière qu'aujourd'hui, euh, nous, nous, les personnes de cette génération actuelle, ne maîtrisons pas forcément, ne continuons pas
ou plus à maîtriser les traditions de chez nous, les traditions dans le fond et les langues en tant que telles. De cette même manière, nous ne pouvons pas les transmettre correctement à, à nos enfants, à ceux qui vont venir. Et donc, au fur et à mesure, il y aura quelque chose qui va disparaître. Et ils vont s'inventer une culture ou alors ils vont copier quelque chose qu'ils ont vu quelque part. Je pense que c'est ça que nous avons subi. Je ne suis pas historienne, mais à ma compréhension, c'est ce que nous avons subi. Et maintenant que tu le dis, en fait, les Noirs, nous les Noirs, tout nous est arrivé, tout. Et euh, la diaspora noire fait partie de celles qui s'exportent le moins sur le plan culturel. C'est-à-dire que, je précise ma pensée, moi j'ai toujours été fasciné par le fait que un Asiatique, quel que soit l'endroit où il grandit dans le monde, il connaît la langue de chez lui. Si c'est le mandarin, le coréen, tout ce que tu veux, il connaît, il parle couramment. Il peut, de certains autres, du fait de certains attributs, d'autres attributs de sa nouvelle culture, au moment où il rentre chez lui, on sent que oui, lui, il n'est pas totalement d'ici, mais il n'est pas perdu au niveau de la langue et de la culture, tu vois. Mais les Noirs, nous les Noirs en général, il suffit en fait qu'on n'ait pas grandi dans notre pays ou dans notre milieu culturel de base pour que tu aies beaucoup d'enfants de Noirs qui ne parlent pas couramment le fond, qui ne connaissent rien à leur tradition, à leur fête, qui ne se sentent pas la fibre de dire oui, je suis béninois, oui, je suis camerounais, oui, je suis, et qui se sentent plus du pays où ils sont nés, tu vois. Et moi, c'est toujours un truc qui m'a toujours choqué parce que, et c'est aussi un défi pour notre génération. Parce que comment nous faisons pour que nous, on n'arrive pas à transmettre notre culture, alors que les autres, en fait, c'est systématique. J'ai une collègue, en fait, qui est vietnamienne, et son fils, il a quoi, 1 an, mais tu sens dans tout, même dans le nom qu'on lui donne, le nom, son prénom, le premier, c'est un prénom vietnamien, alors qu'ils sont en France. C'est un prénom vietnamien avec sa signification. Dans la culture, la langue qu'ils parlent à la maison, c'est du vietnamien. Parfois, quand tu arrives et ils sont seuls, tu entends sa maman lui parler vietnamien. Mais c'est pas des choses qui sont propres à la culture africaine, à la culture béninoise, pour ce que moi je vois en Occident ici. Je vois beaucoup d'enfants de Béninois qui ne comprennent pas fond ou même au Bénin, hein, qui n'ont pas la chance de qu'on leur ait parlé fond, tu vois. Je pense que c'est beaucoup plus ça parce que, tu sais, avant, la famille chez nous, c'était une maisonnée. Oui, Et une maisonnée dans laquelle tu vas retrouver le doyen de la famille, le senior et les autres enfants, etc. L'éducation ne venait pas d'une seule personne, mais d'un groupe de personnes. Tu pouvais recevoir l'éducation d'un groupe de personnes, mais aujourd'hui, il y a une dislocation de telle sorte que chacun de son côté, ce n'est plus la maisonnée qu'on connaissait. Et donc, les informations qu'on nous transmet ou qu'on nous transmettra ne seront pas aussi riches que les informations que vous pouvez avoir de plusieurs personnes à la fois qui ont déjà fait l'expérience de la culture. Donc, cette dislocation et euh, l'absence de personnes ressources aussi autour de nous va faire qu'on n'aura plus pour les bonnes informations ou on n'aura plus toutes les informations. Et si nous ne sommes pas assez informés, il n'y a pas grand-chose à transmettre. je comprends mieux. D'accord. Je ne sais pas si, selon toi, on a assez dénoncé cette première inégalité ou si tu veux en aborder une autre. Alors, oui, je vais passer sur... Tout à l'heure, je parlais de l'éducation et je pense que c'est... je vais un peu m'appesantir sur... toujours sur l'éducation, mais maintenant, je vais plutôt passer à la scolarisation. C'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, on scolarise
de plus en plus aujourd'hui les filles comme les garçons. Mais il y a encore quelque chose qui persiste. Dès qu'il y a une petite difficulté dans la famille en général, on s'attend encore à mettre à contribution la jeune fille ou la petite fille, parce que ça existe encore à Cotonou, où les jeunes filles sont placées et de l'argent qu'elles vont rapporter en travaillant chez le couple ou la famille vers laquelle elle est placée, de cet argent-là, on va continuer à scolariser le jeune garçon qui est à la maison et ça va permettre de subvenir aux besoins de la famille. Donc, la jeune fille est devenue un fonds de commerce. Malheureusement, dans la famille où elle est placée, elle n'est pas leur enfant. Elle n'est pas leur enfant, donc elle n'aura pas les mêmes opportunités que leur enfant, les enfants de la maison. Elle n'aura pas la possibilité d'être éduquée de la même manière. Elle n'aura même pas la possibilité d'être épanouie de la même manière parce que il y a une ségrégation naturelle qui va se faire. On ne va pas lui donner les mêmes chances, etc., etc. Donc déjà, ça pose un problème. Et plus son âge avance, ça va faire peut-être quelques années, elle va être déposée chez elle, mais à partir de ce moment, ça devient difficile. Peut-être qu'elle a déjà 17 ans, 18 ans, 19 ans, ou alors elle est redéposée chez ses parents parce que, excusez-moi, elle a chopé une grossesse chez la famille dans laquelle elle est placée, et donc on l'a remis, qu'elle est peut-être tombée enceinte. Déjà, ne pas rester dans le même environnement que ses parents, c'est le risque de ne pas avoir tout le soutien et l'éducation possible ou nécessaire pour lui permettre de refuser un certain nombre de choses et d'être focus sur son développement à elle-même. Donc, à un moment donné, n'étant pas dans le même environnement que ses parents, elle n'est pas traitée de la même manière que les autres enfants qu'elle accompagne. Et à un moment donné, on aura quand même à la redéposer dans sa famille. Et à ce moment-là, elle a peut-être 18 ans, 19 ans, 20 ans. Ce n'est plus forcément le moment idéal pour elle, ou en tout cas, ce n'est plus tout à fait facile pour elle d'être scolarisée ou d'en apprendre mieux. On va commencer à chercher à la mettre à un apprentissage, couture, coiffure, etc., ou autre chose. Donc, ça, ce sont aussi des inégalités parce que si vous pesez un peu dans la balance, vous verrez que ce n'est pas systématiquement comme ça que ça se passe au niveau des enfants garçons. En tout cas, je parle de ce qu'on voit dans les familles. Je ne parle pas seulement de familles à Cotonou, je parle de ce qui se passe dans notre pays en général. Parce que quand on en parle, beaucoup se cantonnent à ce qu'ils voient. Alors que les réalités vont au-delà de ce que nous voyons dans notre contexte cotonois. Oui, c'est vrai. Nous oublions souvent que le monde ne se limite pas qu'à la vie à Papa, à Cotonou, Boyko. C'est ça, c'est ça. Autre chose aussi dans les inégalités, c'est quelque chose de vraiment banal, euh, mais il faut le dire. Les jeunes filles, les petites filles à un certain âge, quand elles entrent dans l'adolescence, elles vont avoir ce qu'on appelle les règles. Et 4 filles sur 5 vont avoir des règles douloureuses. Et les règles douloureuses, moi j'en ai souffert. C'est de telle sorte que, c'est-à-dire c'est un phénomène que moi je n'arrive pas encore à m'expliquer correctement. C'est un bouleversement complet de tes hormones. Et comme si ça ne suffisait pas avec des signes physiques, de sorte que tu as mal au ventre, envie de vomir. En fait, tu as un bon cocktail de symptômes à la fois qui ne te permettent pas, qui parfois favorisent l'absentéisme. C'est-à-dire, pour certaines, pendant cette période-là, je pense que la moyenne des jours qu'elles vont faire, c'est 3 à 5 jours. Et donc, sur les 3 à 5 jours, elles vont manquer l'école. Bon, si tu manques l'école 3 à 5 jours par mois, qu'est-ce que ça va donner pour les cours que tu veux recevoir? Comment tu vas assimiler? 3 à 5 jours par mois, c'est quand même beaucoup
de jours au total sur l'année. Et Et ça, c'est sans parler des périodes qui vont tomber sur les périodes de composition. L'autre chose aussi, c'est que dans cet environnement, il y a peu d'écoles aujourd'hui où les toilettes sont satisfaisantes, la propreté des toilettes sont satisfaisantes. Parce que quand tu es dans cette condition, euh, excusez-moi, mais rapidement, tu as besoin de prendre une douche, de te changer, de te rafraîchir, parce que tu te sens mal, tu te sens mouillé. Bon, vous-même imaginez que vous portiez une grosse culotte qui est toute mouillée. Vous pouvez fonctionner comme ça toute une journée. Non, tu n'es pas à l'aise. Donc, tu as besoin d'aller te changer, de te rafraîchir, de soulager tes douleurs. Mais dans nos écoles ici, il n'y a pas de bonnes toilettes. Ou pour ceux qui en ont, il n'y a que des toilettes, mais il n'y a pas de douche. Donc, la petite fille, elle va courir pour rentrer chez elle et elle va peut-être pas revenir pour le coup du soir parce que en dehors même à Cotonou, ça va se passer. Mais si on oublie tout le contexte de Cotonou, les gens ne sont pas en moto pour quitter chez eux pour l'école. Ils marchent des kilomètres. Donc, quand tu marches des kilomètres comme ça et tu rentres chez toi, qui te dit que tu vas encore revenir l'après-midi? Je sais pas. Je pense pas quand même. oui, Donc, c'est et beaucoup de facteurs aussi qu'il faut qu'on prenne en compte. maintenant que tu le dis, je me rappelle qu'on avait abordé cela dans notre podcast sur les menstrues avec Yasmine et Baké, docteur Yasmine et docteur Baké, et qui nous en avait un peu parlé de l'absentéisme que ça pouvait occasionner, des règles douloureuses, les dysménorrhées et tout ça. Et en fait, c'est des réalités que tu mets en lumière également, où nos écoles qui ne sont pas forcément adaptées, où l'hygiène n'est pas optimale, où limite, en fait, rien vraiment n'est fait. Tu ne sens pas que ces réalités-là sont prises en compte ou et importent à nos dirigeants, aux directeurs d'école, qui parfois elles-mêmes sont des femmes, hein. C'est pas des choses où il n'y a pas des cours d'hygiène menstruelle qui sont donnés aux femmes. Il n'y a pas d'accompagnement qui est fait réellement à l'école pour une problématique qui intéresse quand même 50%, la moitié de la population. C'est ça. Et si tu en parles, beaucoup de nos aînés, femmes, justement, vont se dire, mais nous, on n'a pas eu besoin de ça, nous avons vécu dans tel environnement, c'était pas ce genre de choses. Et vont se demander peut-être pourquoi nous demandons ce genre de choses et pourquoi les générations à venir auront besoin de ce genre de choses. Justement, elles ne vont pas forcément se rendre compte de toutes les difficultés que ça leur a causées à elles. Et il faut dire qu'elles-mêmes dont on parle là, ce n'est pas forcément les mêmes horaires de cours que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas la même charge de travail, la même charge dans le programme académique. Et comme si ça ne suffisait pas, nous ne sommes pas confrontés aux mêmes difficultés. Mais quand je le dis comme ça va choquer certaines qui vont peut-être se répondre en commentaire parce que c'est vraiment pas la même réalité qu'on vit. Il y a certaines personnes qui, je vais choquer un peu, qui disent on a des problèmes aujourd'hui que peut-être nos parents ne peuvent pas comprendre. Bon, je dis ça juste pour blaguer. Explique-moi un peu. Non, c'est juste une manière de dire qu'on ne vit pas forcément les mêmes réalités. On ne peut Oui, pas on peut pas dire que parce qu'on vivait dans telles conditions et on n'a pas eu besoin de ci et de ça, aujourd'hui, on n'est pas obligé d'améliorer les conditions. oui, Encore que si on regarde bien, euh, aujourd'hui, on a beaucoup de maladies qui sont mises en lumière parce on a un peu avancé dans les technologies de diagnostic médical, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de maladies qui sont là présentes, mais c'est parce qu'on arrive à mieux les diagnostiquer qu'elles sont mises en lumière. Sinon, ce n'étaient pas des maladies qui viennent de faire apparition dans notre contexte.
Et pour beaucoup de femmes qui ont été stériles ou qui sont déclarées stériles, etc., il ne faut pas oublier que les facteurs qu'on essaie de relever, c'est aussi la présence d'infections urinaires répétées, d'infections urogénitales répétées, non ou mal traitées. Oui. Et en ce sens, des personnes qui ont toujours vécu dans un environnement en griffe, pas forcément sain, auront à faire ces infections urogénitales-là, les ont peut-être non ou mal traitées, et aujourd'hui, ça peut avoir pour conséquence d'être stérile. Donc, le fait de dire, nous étions dans telle condition, mais ça ne nous a pas tués, pourquoi vous vous en voulez mieux, c'est mépriser en fait le fait qu'aujourd'hui nous avons en tout cas une petite avancée avec les solutions de diagnostic, euh, les techniques de diagnostic qui nous permettent de mieux voir et donc d'améliorer les choses. Donc c'est refuser l'avancée en fait. Ouais. Moi, je n'aime même pas ce courant de pensée qui dit euh, c'était comme ça à notre époque, donc ça doit être pareil pour tout le monde. Le monde, il avance, les réalités changent. On ne demande pas la même chose aujourd'hui à une femme qu'il y a 40 ans. La place de la femme dans la société n'est plus la même. Il y a beaucoup de choses qui changent. Le monde est en perpétuelle avancée. On ne peut pas continuer d'avoir des réflexions moyenâgeuses sous le simple fait que oui, ce n'est pas parce que pendant 50 ans, on a tous marché sur la tête qu'il ne faut pas qu'un jour on se réveille et qu'on se dise, bah, les pieds, c'est peut-être mieux, tu vois. Donc, ce genre de réflexion, moi, ça me sort pas la tête, malheureusement. C'est ce qu'on voit, c'est ce qui continue et c'est dommage. C'est ça. Je vais revenir à notre sujet. Oui. Une partie très importante que je voudrais relever aussi comme inégalité, c'est l'ensemble des inégalités à la participation économique. Mhm. Euh, je vais m'expliquer. Déjà, en tant que femme, on n'a pas forcément les mêmes opportunités économiques que les hommes. Euh, je prends un exemple. En fait, c'est une spirale. Mais je vais prendre un exemple. Je suppose une femme politique aujourd'hui et un homme politique qui a besoin d'investissement, de fonds de campagne et tout ça. En tant que femme, si vous vous présentez, les investisseurs, dans leur tête eux-mêmes, ils ne vous diront pas forcément que c'est parce que vous êtes une femme qui n'ont pas investi, mais ils n'investiront pas. Par contre, vous verrez que dans l'environnement politique en général, même si la femme est sur la liste, elle reste derrière. Et c'est à l'homme qu'on fait confiance, on lui remet l'investissement, et là, vous pouvez faire ce que vous voulez en interne. Mais sinon, si la femme est devant, ne comptez pas trop sur l'investissement. Donc, opportunité économique compliquée. Et il y a bien d'autres exemples. Euh, Ensuite, un point sur lequel moi, je voudrais vraiment mettre l'accent, c'est que parfois, il y a les opportunités économiques qui sont là. Les femmes travaillent, elles travaillent, mais elles ne sont pas autonomes. Où passe l'argent des femmes? Je pense que c'est une grosse question à se poser. Récemment, j'ai fait un débat sur, comme j'aime bien le faire, sur mes statuts WhatsApp, où j'ai demandé si la femme était en mesure de construire une maison, avoir des propriétés, des possessions de terre, etc. Et j'ai été choquée de voir que beaucoup ont dit non, non, elle va avoir ça pourquoi? Elle est mariée, elle a besoin d'avoir ça pourquoi? Bon, déjà, je ne sais pas, c'est toi qui poses les questions ici, mais moi, je veux bien ton avis sur cette question. C'est bizarrement, en fait, tu vois, moi, c'est la même chose dont je parlais encore récemment avec mon épouse. Pourquoi? Parce que nous sommes conscients d'une réalité. Ma famille n'est pas comme ça, chacun se débrouille pour avoir son argent. Mais nous sommes en Afrique. Si quelque chose m'arrive, moi, je voulais mourir avec la certitude que
mes biens reviendraient à mon épouse et à mes enfants. Pas que je ne fasse pas confiance à ma famille, ça n'a rien à voir. Mais on est dans un milieu où, quand tu regardes autour de toi, les biens appartiennent aux hommes. Et malheureusement, une femme peut avoir donné toute sa vie dans un foyer où elle était en concubinage, peut avoir supporté toutes les tromperies, élevé tous les enfants. Un homme peut se lever parce qu'il a vu une paire de fesses dans une jolie culotte à 10 heures du matin, rentrer et dire à sa femme avec qui il a passé les 35 dernières années, je te mets dehors. Cette dame a sacrifié toute sa vie, renoncé à un travail, à une source de revenus, et on la met dehors et peut-être à son 10 ans, 65 ans, ou 15, même 30 ans, elle est obligée de repartir à zéro, de se refaire. Et les idiots viendront se moquer d'elle sur Facebook, elle est mère célibataire, machin. Donc, moi, c'est un sujet qui m'a toujours préoccupé parce que, oui, une femme mariée a le droit d'avoir un terrain. Avant d'être unie dans un mariage, elle est une entité unique à elle-même. Elle a le droit, comme un homme, de posséder des richesses. Son père peut lui léguer des terrains. Elle a le droit pour elle-même de dire, je veux avoir ma propre propriété. Parce qu'un mariage, ça se termine, qu'on le veuille ou non, le divorce existe. Les deuils, les enterrements, la mort, les invalidités. Un homme qui travaille, il peut très bien avoir un accident de travail ou non, qui va le cloîtrer dans un lit. Donc, ce sont des réalités qui existent. En fait, en Afrique, nous, on fait comme si la vie, les imprévus de la vie, ça n'existait pas. On demande aux femmes de ne pas travailler, ou quand elles travaillent, ne travaillez pas trop, n'ayez pas un trop gros salaire parce que faut pas menacer l'ego de monsieur. Mais moi, je suis totalement antipode de ces choses-là. Je sais que la vie est dure. Le monde ne te prévient pas, tu ne reçois pas une alerte, demain tu vas perdre ton boulot, non. Tout peut arriver, donc je suis pour l'autonomisation des femmes sur tous les plans, surtout le plan financier, parce que ceux qui ne sont pas de vrais hommes, c'est la seule arme qu'ils utilisent malheureusement pour maintenir les femmes dans un rapport de domination malsain, tu vois. Je pense que je n'aurais pas dit mieux que toi, hein. Je pense que finalement, tu as ressorti vraiment toutes mes pensées et disons que j'ai donc espoir que des hommes pensent comme ça parce que ce n'est pas évident. Les réponses que j'ai eues ce jour-là, quand j'ai posé la question, j'en reste choquée. Il disait Euh, quoi? ah non, il disait que ben, la femme, en fait, il se demandait pourquoi est-ce qu'elle doit avoir une maison. Justement, tu vois, la femme est censée, enfin, vu que la femme est censée rester chez son père et quitter chez son père pour être chez son mari, il se demande, mais la maison là, c'est pourquoi? Ils veulent avoir la maison pourquoi? Alors que ce sont les mêmes qui, une fois qu'ils ont rencontré, enfin, vous avez fini le sacrifice de 25 années de mariage, 30 années de mariage, moins ou plus, ce sont les mêmes qui décident que, bon, maintenant, il est temps de faire la vie et mettre cette femme-là de côté, vont prendre je sais pas, excusez-moi, mais une femme qui n'a aucune ambition que de s'attaquer au bien de quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Oui. Donc, ils vont prendre quelqu'un comme ça et l'autre dame, vous ne lui demanderez pas à 60 ans, à 50 ans de sortir de chez elle pour aller faire quel travail. On est tous, aujourd'hui, en tant que jeunes, nous sommes en train de préparer l'avenir. Mais l'avenir vient maintenant et vous lui demandez de retourner en arrière. Pour faire quoi? C'est pas possible. Et c'est le même, si tu les prends en individu là maintenant, ils ont des enfants dehors que parfois quand vous rencontrez les gens qui se ressemblent là, parfois ce n'est pas juste une coïncidence, hein. Ils ont des papas en commun jusqu'on ne sait pas. C'est le jour de l'enterrement, on découvre. C'est ça, c'est le jour de l'enterrement qu'on découvre les familles nombreuses. Bon, Et petite parenthèse, tu vois, moi, je suis sensibilisé à ces questions parce que, tu vois, quand tu es médecin,
Tu ne fais pas que soigner les maladies physiques, comme tu es au contact des réalités mentales des patients. Et au cours de nombreuses consultations, je recevais des femmes d'un certain âge qui ont consacré toute leur vie à leur foyer et je prescris une ordonnance de 10 000 et la pauvre dame, elle se met en pleurs. Et quand elle a midi, est-ce qu'il va m'acheter ça maintenant? Vous savez, docteur. Franchement, si je ne viens plus aux 2 prochaines consultations, il faut savoir que c'est parce qu'on m'a chassé de la maison, hein. Et je vais retourner habiter chez un de mes enfants. Ah, je verrai, hein. Il ne m'amène même plus à l'hôpital, hein. Et je me demande souvent comment 2 personnes qui se sont aimées ou qui un jour ont prétendu s'aimer en arrivent là. Moi, je pars du principe que, bon, sauf énorme Big Bang, même si vous deviez vous séparer, ça doit se faire quand même dans la courtoisie, la fraternité pour des gens qui ont eu à partager 10, 15, 20 années de leur vie ensemble, tu vois. Au moins se rendre des services ou j'en sais rien, mais la façon dont on traite les femmes dans notre culture, surtout les femmes qui ne sont pas mariées, qui ont tout sacrifié pour leur mari, pour leur foyer, pour leurs enfants, la façon dont il est facile pour un homme de se lever à je ne sais quel âge et de dire, Madame, dehors, tu vois, c'est même quelque chose qui moi-même me fait peur en tant qu'homme. Et je me dis, mais est-ce que nous sommes tous condamnés à agir comme ça? Parce que parfois même les gens que tu ne soupçonnes pas, ils en viennent à faire des dingueries comme ça. Donc moi, je me suis dit, non. Je ne connais pas demain. Je sais qui je suis aujourd'hui, mais je ne connais pas demain. Mais si un jour ça devait arriver, franchement, il faut que j'ai pris les dispositions aujourd'hui pour que, franchement, parce que je n'aimerais pas que quelqu'un avec qui j'ai eu un projet de vie, on s'est bâti, on a eu des choses ensemble, on a fait des enfants ensemble, qu'un beau jour, parce que je ne sais pas quoi, la crise de la soixantaine ou machin, on veut, je ne sais pas, mais bref, c'est dangereux cette inégalité qu'on a envers les femmes, la façon dont on peut déchirer 40 ans de vie. Et ça, je le dis pour les femmes qui vont nous écouter, protégez-vous. N'acceptez pas de ne pas gagner de l'argent. Si vous êtes mère au foyer, s'il peut, il n'a qu'à vous rémunérer. Ou ayez un petit commerce ou quelque chose qui vous génère de l'argent. Parce qu'aucun homme ne respecte une femme qui ne gagne rien, 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 rien du tout. Si vous avez besoin des hommes pour acheter même l'allumette, il y a moyen qu'un jour, cet homme-là vous le dise, hein. Donc, même si c'est quelque chose que vous allez faire qui va vous rapporter 100 francs, 200, et que vous savez que pour acheter votre akassa du jour, vous êtes autonome pour vos enfants, pour vous, faites-le quand même. Ce n'est pas que vous ne gagnez, ça ne veut pas dire que vous ne faites pas confiance à votre partenaire. Parce que votre partenaire, il peut décéder. La vie fait le faucher, il peut avoir un accident. Beaucoup de choses peuvent arriver. Donc, on ne peut pas confier sa vie dans les mains d'un homme et dire que je suis peinard, quoi. Moi, mais bon, ça, c'est un autre débat. Non, mais sincèrement, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord. Je pense que je vais encore passer par ce podcast pour dire aux femmes, sincèrement, euh, prenez-vous en main. J'ai déjà rencontré des femmes dans l'exercice de mes fonctions où elles travaillaient déjà, mais elles ont rencontré un homme qui leur a dit, écoute, laisse le boulot, j'ai de quoi subvenir à tes besoins, à nos besoins, reste à la maison, fais tout ce qu'il y a à faire. S'ils se sont entendus comme ça, bon, je comprends. Moi, je ne compte pas m'immiscer dans le choix du couple. Ouais, Mais si c'est une contrainte pour elle, et même s'ils se sont entendus comme ça, moi, je suggère quand même que la femme ait euh, une activité quand même qui lui permette d'être autonome. Quand je vois, je me permets de dire, quand par exemple je vois la vie de Madame Maureen Haïté, je me dis, ben, c'est une femme qui aime rester chez elle, s'occuper de sa maison, mais elle a trouvé le moyen, en fait, d'en faire quelque chose qui lui rapporte de l'argent. Parce ouais. qu'aujourd'hui, elle construit des maisons, elle les loue, etc. Donc, elle a trouvé le moyen de faire ce qu'elle aime et de ramener de l'argent avec ça. Mais si toi, Afia Vie, comme moi, là, tu décides de rester à la maison et que tu n'as rien du tout à côté,
quel que soit l'amour, quel que soit l'amour de l'homme, même si c'est ton papa, à un moment, il va te dire, soit si c'est ton papa, il va te dire Dassou, ou bien il va te dire, tu as tes 2 pieds, tes 2 mains, toi-même, tu vas faire quelque chose. À un moment donné, il va te dire ça. Merci. Et je vais encore insister sur quelque chose. La femme fait souvent des sacrifices, mais l'homme ne fait jamais, jamais, jamais de sacrifice sur ses sentiments. Jamais. Il peut faire 10 ans, il peut être avec toi en attendant. Le jour, même si ça fait 30 ans, le jour où il va trouver ce qui lui convient, il va oublier ces 30 ans-là, il va partir. Non, mais sincèrement, il ne fait jamais de sacrifice sur ses sentiments. L'homme, c'est-à-dire que vous avez cette facilité-là à vous concentrer sur votre bien-être. Et pour la plupart, si vous les écoutez, ils vont vous dire, je veux ma paix. Oui. Mais la femme n'aime pas la paix. Elle n'aime pas la paix. Parce que si tu aimes la paix, quand tu commences à voir un certain nombre de signes, et ça fait partie aussi des inégalités. Parce que quand tu commences à voir un certain nombre de signes et que tu te rends compte que red flag, tu dois courir, tu dis non, ça va changer. Et la famille te conforte dans l'idée que amour, ils seront dans l'auditoire à nous écouter, hein, les personnes qui, et j'espère qu'ils vont m'entendre. Les personnes qui vont dire la femme elle est censée être douce, il faut qu'elle fasse des sacrifices, elle est bonne, c'est la bonté, vous êtes caractérisé par la bonté. Est-ce que dès qu'il pleut partout, est-ce que dès qu'il y a problème dans le foyer, tu vas partir? Non. Je ne demande pas aux gens de partir dès qu'il y a des problèmes, mais il y a des problèmes qui s'attaquent à l'intégrité, au respect de la personne. Oui. Et il y a des signes qui montrent que lorsqu'on n'est pas en train de te respecter, au même titre qu'une personne humaine, ça veut dire qu'on ne te considère pas comme une personne. Oui. Et à ce moment-là, le jour viendra où on va te taper parce qu'on ne se considère pas comme une personne. C'est les chiens qu'on corrige à coups de bâton. Encore que dans des pays, ce n'est même pas autorisé de battre des animaux. Et pourtant, les femmes sont parmi les personnes les plus battues au monde. Ce matin encore. Bien sûr. Donc, on ne se rend pas compte en fait que c'est un cercle vicieux. On a vu des signes depuis le début, mais il y a peut-être dans l'éducation, la maman à côté aussi qui a dit à moyen d'assou d'agbe, et aujourd'hui, on commence à se poser des questions, on se demande pourquoi une partie de la population féminine ne veut pas travailler et s'accroche au phénomène sugar daddy. Excusez-moi, on leur a appris qu'elles doivent s'accrocher à un homme qui va s'occuper d'elles. Moi, c'est pas ce qu'on m'a appris. C'est vrai. On a Et appris oui, ça renforce les inégalités. Parce que chez moi, on dit la main qui donne, c'est la main qui décide. Donc, quand on t'a donné de l'argent, on s'est occupé de toi, au moment voulu, ne viens pas dire que tu ne veux pas faire ce que la personne veut. La personne dit et toi, tu exécutes. c'est ça. C'est Youssoupha qui dit que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Et c'est ça. Et quand il t'a dit finalement, laisse le boulot, et tu n'as pas cherché à le comprendre, parce que ce n'est pas une guerre. Je suppose que vous avez trouvé une manière de vous aimer jusqu'à vous savez comment communiquer. Donc, trouvez la même manière de communiquer et dites-vous les vérités. Si tu peux, tu dis oui, je peux. Voilà telle alternative. Non, je ne peux pas laisser mon travail. On va plutôt faire ceci, cela. Et là encore, en général, c'est la femme qui trouve des compromis aux oreilles de son travail. C'est elle qui trouve des compromis. Pourquoi le compromis ne peut pas être bilatéral? Je me pose des questions. Parce que justement, on considère que c'est à elle de s'occuper de toutes les tâches de la maison. Tu reviens à 19h, à 20h au boulot, tu as déjà le repas tout prêt, tu mets un pied sur l'autre, tu allumes le football, tu regardes, tu finis, tu laisses le plat sur la table et tu vas te coucher. Et tu t'attends encore à ce qu'elle finisse tout ça, qu'elle te rejoigne dans la chambre et te serve devoir conjugal. Elle finit de te servir, elle dort à quelle heure pour se réveiller avant toi, avant tout le monde. Tu te réveilles, tu veux encore que le petit déjeuner soit prêt. Attends,
On n'est pas des robots. Et tu vois, c'est ce que je disais à mon épouse, que elle me demandait un jour, mais pourquoi nous les hommes, il n'y a pas plus d'hommes qui se réveillent pour dénoncer ce genre de choses, pour participer aux tâches ménagères, pour faire choses. Et je lui ai dit, mais attends, même moi, qui suis ton mari et tout, et qui ai conscience de tout ça, si un jour je suis hypé par le match du Real qui doit jouer à Ligue des Champions et tout, c'est parce que je t'aime que je sais que soit je rentre tôt du boulot pour faire ma part du boulot que je peux faire pour t'aider, soit on va discuter ensemble et peut-être après le match, si ce n'est pas tard pour nos enfants, on fait ce qu'on a fait. Ou d'une certaine façon, je prends sur moi de t'aider. Mais ne va pas penser que tous les hommes sont comme ça, hein. Parce que le système est fait. C'est comme si tu demandes à quelqu'un qui est devenu président de descendre de son pouvoir et de remettre le pouvoir aux opposants. C'est pas facile. Mais, ben, tu sais, là encore, il y a un hic. Parce Oui, que quelque part, même dans ta pensée, si tu fouilles bien, excuse-moi, tu verras oui. que quand tu dis, quand j'essaye de t'aider, on aide quelqu'un à qui la tâche est attribuée. Mhm. Et tu vois, ce matin, quand j'ai dénoncé ça, dans mon podcast qui est sorti ce matin, je disais, non, vous ne pouvez pas être à deux dans la maison, tu m'as dit que tu vas aider, c'est le rôle de tout le monde. Mais, tu vois, je C'est ça, parodiais ce qui se passe en général. c'est Parce que ça. Tu nous, n'es les pas en train hommes, d'aider quelqu'un. c'est ça. Nous Le tous, peu on va qui, regarder le qui fait match. là, c'est ça. Le peu qui travaille, on utilise le terme aider. Mais c'est pas une aide. Je me rappelle la dernière fois C'est ça, que une fille m'écrivait, j'ai dit, ah, désolé, je nettoie ma maison. C'est pour ça que je te réponds pas vite. Elle fait, ah, c'est bien, hein, que quand toi, tu seras avec ta femme et tout, on sent que tu vas l'aider. J'ai dit, mais non. Je ne vais pas l'aider parce que j'habite aussi là. Du coup, ce n'est pas une c'est aide. ça. J'ai sali, j'ai participé. Donc, c'est de mon devoir de... En fait, je pense que la société a fait de nous, les hommes, des assistés de la vie, des gens à qui on a tout offert sur un plateau. Comme tu dis, une femme qui doit s'occuper de la maison, éduquer les enfants, préparer à manger et qui vient à la fin au lit, doit servir son mari. On ne sait pas à quelle heure elle dort. Et le lendemain, elle doit se lever tôt, commencer encore par nettoyer les enfants, préparer le petit déjeuner. Et puis, elle doit aller au boulot elle-même. Et elle doit encore revenir, penser à ce qu'on va manger, aller faire les courses, cuisiner, et le sec est sans fin. C'est terrible, en fait. Donc, je disais que je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, Vraiment, moi, je n'aime pas l'expression aider. Je n'aime pas l'expression aider. Je n'aime pas l'expression aider parce que on aide quelqu'un à qui la tâche est initialement attribuée et je n'ai pas l'impression que la tâche soit attribuée à la femme uniquement. Ce n'est pas l'impression que j'ai. Je pense que c'est les hommes qui ont défini, les hommes grandes tâches, la société qui a défini le sens que doivent prendre les choses. Mais à un moment donné, quand on est en erreur, je pense qu'il faut avoir l'humilité, la clairvoyance de dire nous sommes en erreur, qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger les choses. Oui, c'est vrai. Donc, je reviens à l'économie. Je vais parler de l'économie de la famille et on va faire euh, un petit exercice. J'aimerais que les gens fassent l'exercice de se demander dans une famille, dans un couple, parce que j'ai entendu la dernière fois sur Facebook quelqu'un qui disait, en tant que femme, tu apportes quoi dans le foyer? Moi, j'ai été particulièrement choquée parce que les gens ont dit, en tant que femme, tu apportes quoi à part, excusez-moi, une paire de fesses, le sexe, etc. Donc, moi, j'ai été particulièrement choquée parce que si vous faites un peu l'analyse de vos familles respectives, vous verrez que papa, il donne un montant fixe. Et quel que soit ce qui se passe après dans la vie de cette famille, il a du mal à ajouter quoi que ce soit. C'est-à-dire, pour lui, toutes les situations de la vie de cette famille doivent tenir dans ce montant-là qu'il a donné. Il ne connaît pas l'imprévu. Donc, si le gaz est fini,
il va rester là, tourner en rond, il ne va pas donner. Elle va se débrouiller pour donner. Les condiments, le répétiteur des enfants, les petits 200, 300 pour aller à l'école, revenir, il ne va pas donner. La domestique qui passe par là, peut-être, ou bien la tata, la nounou, peut-être qu'il va aider un peu pour la garderie, mais peut-être même qu'il ne va même pas donner la totalité. Il va donner une partie, il va dire c'est tout ce que j'ai. Donc, faisons un peu le point, l'équation de toutes ces petites sommes-là. Parce que si j'utilise 200 francs, je suppose que je quitte chez moi et que je vais au CNHU travailler à 500 francs le matin et que je dois revenir le soir à 500 francs, ça me fait 1000 francs par jour. 30 jours dans le mois, ça fait une somme de 30 000. Et ça, on banalise les petites dépenses. Et il y a d'autres dépenses qui s'ajoutent. Le monsieur, il a peut-être donné un montant fixe, mais il a envie de manger foutou, banane et sauce graine avec poisson cap. Il va trouver ça où dans 2000 francs qu'il laisse par jour là? Sauce graine, poisson cap. Tu veux trouver ça où? L'autre dame derrière, bon, vous aussi, mesdames, il faut voir. L'argent qu'il n'a pas donné, l'amour a fait que tu veux compléter. Ok, l'amour a fait que tu veux compléter, mais il faut lui faire savoir que tu as complété. Il faut même tenir un cahier. Parce qu'à la fin, dans cette maison, c'est moi, je dépense, mais toi, tu fais quoi dans cette maison? Et j'ai vu une publication la dernière fois d'une dame qui disait que quand on lui a dit ça, elle a sorti le cahier, mais il ne pouvait plus parler. Elle a sorti le cahier des dépenses qu'elle fait derrière lui. Parce qu'en général, ce que vous ne savez pas, c'est que elles tiennent vraiment le rôle d'aide. Le rôle d'aide qui fait que vous avez en tant qu'homme la largesse de disposer du reste de votre investissement, du reste de vos revenus pour faire des choses, pour construire des biens matériels qui ne profitent qu'à vous. Parce que finalement, ces revenus vont être utilisés pour la petite maisonnée. Parce que contrairement à ce qu'on dit, on dit que l'argent de l'homme, c'est pour tout le monde, mais l'argent de la femme, c'est pour la femme. La réalité est tout autre. L'argent de la femme, en général, c'est pour la maison. Elle ne fait pas autre chose que ça. À la rigueur, elle va aider un membre de sa famille à côté, etc. Mais elle ne fait pas autre chose que ça. Donc, elle utilise ses fonds pour ça. Et monsieur va utiliser ses fonds pour construire notre maison parce que c'est considéré comme la maison de la famille. Il va construire notre maison. Mais il y a le nom de qui sur notre maison? Le nom de monsieur. Et on va construire comme ça enfin, on va bâtir un modèle économique comme ça, soi-disant pour la famille, mais ça appartient légalement à l'homme. Et après, s'il y a un problème, tu te rends compte que la femme, elle est complètement délaissée. Et puis, il y a certaines familles qui jugent que quand une femme est épanouie, c'est l'argent de l'homme qu'elle est en train de bouffer. Donc, c'est elle qui est en train de bouffer l'argent de notre fils. Donc, tout ça, ce sont des choses à dénoncer, à proscrire. Et moi, j'encourage vraiment les femmes à avoir leur propre source de revenus et à ne pas hésiter à construire. Ce n'est pas en prévision d'un divorce, ce n'est pas en prévision d'un événement malheureux, mais c'est pour leur propre épanouissement. Si tout se passe bien, vous mettez en location votre construction, les fonds viennent, il n'y a aucun problème à faire des activités communes pour votre famille avec votre époux, avec votre conjoint. Et ça, c'est parce que tout se passe bien. Mais j'ai vu des femmes aussi que j'ai reçues en consultation plusieurs fois où on a mal utilisé tout son argent en tant que femme parce qu'elle travaillait, mais tout ce qu'elle ramenait, elle devait le donner à monsieur et c'est monsieur qui répartit. Mais au final, la répartition était de sorte que tu te demandes, mais qu'est-ce que cet argent a fait au final? Rien du tout. Ou alors ça n'a servi. Parfois même, c'est l'argent de cette femme qu'on prend pour aller entretenir une autre femme. Bon, ça, ce n'était qu'une parenthèse. Réalité, c'est réalité. C'est vrai. Donc ça, c'était vraiment qu'une parenthèse. Donc, on ne voit pas vraiment les inégalités dans ce sens, mais vraiment, c'est beaucoup de choses. OK. Donc, vraiment, c'est beaucoup de petites choses en général
qui sont quand même très importantes et qui affectent la vie de la femme. Et les conséquences ne sont pas que économiques et tout, les conséquences sont aussi psychologiques. Les conséquences, parce que tu finis 30 ans de vie commune et tu n'as plus rien